métropole, puisque c'est vraiment ensemble qu'on a monté un cahier des charges, puisqu'on n'est pas, nous, usagers de la place, on ne connaissait pas forcément toutes les fonctionnalités de la place, et ça a été l'occasion vraiment de co-construire un projet ensemble qui a été soumis aux architectes et qu'ils ont dû prendre en compte lors de l'appel d'offres. Donc ce cahier des charges, on l'a travaillé ensemble, puis ensuite, les riverains ont pu, comme n'importe quel Bordelais, a pu s'exprimer à travers des réunions publiques, lors des enquêtes publiques, comme sur le site de Bordeaux Métropole, pour alimenter la réflexion autour de ce projet. Oui, donc c'est pas le fruit d'un grand projet qu'aurait amené la puissance publique. Non. Comme il y en a eu à Bordeaux. Hein. Oui, bien sûr, rappelons que ça fait une réussite de Bordeaux, les quais notamment. Il a fallu une volonté politique, peut-être vue du haut. C'est pas les habitants, c'est pas les riverains du port qui ont demandé qu'on démonte les grilles et qu'on donne l'accès à la Garonne. C'était une vision politique. Là, c'était pas le cas. Non, c'était vraiment l'ambition était d'associer les acteurs du quartier, qu'ils soient riverains, qu'ils soient commerçants, qu'ils soient chefs d'entreprise, peu importe, voilà, à construire un projet ensemble pour respecter en fait cette place qui est vraiment emblématique de Bordeaux, que tout le monde connaît, que tout le monde reconnaît, et qu'on a forcément l'occasion soit d'y passer, soit de s'arrêter, soit... Enfin, je veux dire, c'est vraiment un lieu stratégique, aussi bien patrimonial, historique qu'actuel de la ville de Bordeaux. Bon, alors, je voudrais qu'on y vienne peut-être maintenant, si vous le voulez bien, parce que... encore une fois, je vous répète un peu sur des mises en généralité des questions, mais c'est intéressant de voir comment des architectes et paysagistes travaillent dans le monde entier. Hein. C'est le cas aussi bien d'Alfred Peter que de Westart. Vous travaillez en Asie, vous travaillez aux États-Unis. On va pas citer toutes vos références, mais par exemple, vous avez travaillé, Alfred Peter, sur l'insertion du tramway dans la 42e avenue à New York. Enfin, vous-même, on peut citer aussi beaucoup de choses. Le quartier Bornéo, par exemple, d'Amsterdam, c'est une de vos grandes références sur une autre façon de faire la ville. Bon, et là, c'est pour ça que j'ai un petit peu insisté là-dessus. C'était vraiment un projet de proximité locale à la demande des gens. Donc, comment est-ce que vous l'avez pris, Marine Manchon, s'il vous plaît? Ouais, je vais vous donner le Pavlov. S'il marche, la commande est là-bas. Il faut que vous dirigiez le Pavlov en fait vers l'ordinateur qui commande. D'accord, merci. Donc, tout d'abord, merci de nous avoir invités et merci de nous donner l'occasion de présenter ce projet à Bordeaux. Donc, la place Gambetta, comme Laurence Dessertine l'a souligné, c'est une des grandes places de Bordeaux. Mais en fait, aujourd'hui, elle a quand même perdu de son éclat et de son attrait pour les Bordelais. Les Bordelais ne la voient plus vraiment, ils y passent, mais s'y arrêtent pas beaucoup. Et pourtant, nous, en fait, le concours, pendant la phase du concours, ça a été vraiment l'occasion de se repencher sur ce site et en fait de découvrir que c'était vraiment un lieu à part et un lieu unique à Bordeaux. Unique parce qu'en fait, c'est la rencontre de deux univers. On a d'un côté la place classique du XVIIIe siècle, qui était à l'origine la place Dauphine, dont l'aménagement s'inscrit dans un projet d'ensemble qui était le projet d'embellissement de la ville du XVIIIe siècle décidé par le marquis de Tourny. Et donc, cette place, en fait, elle fait partie d'un ensemble plus grand que vous connaissez, ce sont la ceinture des cours, donc qui a été faite, tracée, donc suivant de grands axes, de grandes perspectives, ponctuées par des places, dont la place Gambetta, et qui permettait en fait de délimiter la fin du centre-ville et le début de la campagne, le début des faubourgs. Et donc cette ceinture des cours, elle est extrêmement structurante dans le développement du tissu bordelais. Et elle existe toujours aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui la ville s'est étendue et donc la ceinture des cours se retrouve vraiment au centre de la métropole. Mais c'est toujours un axe structurant pour la circulation et surtout en fait structurant dans la carte mentale des Bordelais. Donc la place Dauphine à l'époque se retrouve vraiment en limite de la ville, elle marque l'entrée de ville. On a deux portes, la porte Dauphine qui n'existe plus aujourd'hui et puis la porte Digeot la porte Digeot que vous connaissez. Et donc sur cette place, en fait, comme elle a été construite d'un seul tenant, elle présente une unité architecturale parfaite. C'est-à-dire que toutes les façades qui font le pourtour de la place sont d'une parfaite régularité.
Et en fait, ça donne à la place un certain prestige qu'on ne voit plus forcément aujourd'hui, mais finalement qui permettrait de comparer la place Gambetta à d'autres grandes places européennes, comme la place Vendôme à Paris, la place Aréal à Barcelone, ou même à Bordeaux encore la place de la Bourse. Mais ce qui, pour nous, en fait, a vraiment fait la spécificité de la place Gambetta, c'est que au XIXe siècle, on aménage au cœur de la place un jardin à l'anglaise. Donc ce jardin à l'anglaise, il est réclamé à l'époque par les riverains justement pour amener de la fraîcheur. Et il est aménagé sur les plans des frères Buller, qui sont aussi les paysagistes du parc bordelais que vous connaissez. Et donc en fait, il a toute sa cohérence sur le plan des cours à l'époque, parce que en fait, c'est comme il est pensé comme une halte verte, une pause verte en fait sur la promenade des cours. Ce qui permet en fait aux Bordelais à l'époque de profiter d'un espace. Messieurs, la conférence de 17h tenue par Acprim concernant l'îlot Castorama aura lieu à l'espace Jardin. C'est parce qu'il n'y a personne, ils ratissent, tous les gens viennent ici. Bon, oui. Merci, restez ici. Mais c'est vrai, regardez, là ça arrive. Donc à l'époque, ce jardin, en fait, il regroupe tous les éléments du jardin à l'anglaise typique, donc des courbes, des cheminements en courbes, un micro-vallon, une rivière, des arbres exotiques, en fait tout ça vraiment pour transporter le visiteur vers l'idée d'une nature hors de la ville, vraiment dépaysée. Et en fait, voilà, il regroupe tous ces éléments de paysage, en fait un paysage miniaturisé à l'échelle de la place, parce que finalement le jardin n'est pas si grand. Et c'est ce jardin en fait qu'on connaît aujourd'hui. Et malgré sa petite taille, et donc malgré sa petite taille, en fait, on s'est rendu compte qu'il est toujours très fréquenté. Surtout l'été, surtout à la pause déjeuner. Et en fait, on sait que Bordeaux est une ville très minérale qui manque d'espace vert. Et du coup, la place Gambetta est un des rares espaces verts dont les Bordelais peuvent profiter. Alors vous l'avez appelé tout à l'heure, c'était le titre de votre série d'images, une oasis. Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est le désert autour ? C'est exactement ce que je viens de dire. Bordeaux est quand même une ville très minérale. Vous parliez de la continuité verte des cours qui sont tous plantés. Je pense que sur les cours, on ne peut pas parler de continuité. Il y a des pauses vertes. Le jardin public en fait partie. Une belle, oui. Il y a des alignements d'arbres qui sont très beaux. Mais je pense que c'est plutôt un parcours dans Bordeaux. Il n'y a pas vraiment cette continuité verte. Non, mais c'est très bien. Voilà. Donc, en effet, c'est un peu une oasis dans le désert. C'est une oasis un peu, oui, dans le désert. Voilà. Et donc, en fait, oui, le terme oasis, oui, exactement ce que vous dites, c'est qu'il marque en fait ce contraste entre quelque chose de très naturel dans un contexte très urbain. Et pour nous, c'est vraiment ce qui nous a marqué sur ce site. Et c'est ce qu'on voit ce qu'on aperçoit sur cette photo. En fait, c'est ce dialogue entre le jardin à l'anglaise et les façades. Et donc, en fait, d'un côté, la rigueur de l'architecture classique du XVIIIe, la vie urbaine, l'effervescence urbaine, et de l'autre côté, le romantisme du jardin à l'anglaise, la nature, l'eau, la détente, le calme. Et en fait, c'est ça qui fait vraiment toute la richesse de Gambetta. Et c'est ce qu'on a voulu révéler avec notre projet. Alors, je dis révéler parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de nuisances sur la place, comme l'expliquait Laurence Dessertine, et comme l'ont exprimé les riverains. Et en fait, aujourd'hui, avec l'arrivée de l'automobile donc au XXe siècle, la place s'est retrouvée complètement envahie par la voiture. Le jardin s'est retrouvé encerclé de 4 voies de circulation. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le jardin s'est totalement dissocié de la place. Donc, en fait, le jardin a presque une vie indépendante de la place. Voilà. Et donc, on voit sur la place finalement plusieurs éléments. On a le jardin au centre qui vit de manière autonome, et puis les façades. Et puis au milieu, on a perdu l'espace de la place. Il n'y a plus de cohésion sur la place parce que l'espace est complètement envahi par la voiture. Et même les façades 18e qui avaient été pensées comme un ensemble, en fait, elles ne se répondent plus parce qu'elles ont perdu cette cohérence
de l'espace qu'elles sont censées délimiter. Et donc, au lieu d'être des façades d'une place, c'est plutôt des rives. Donc, on a la rive gauche, la rive droite, la rive du nord, mais elles fonctionnent plus ensemble. Et donc, ce manque de cohésion à l'échelle de la place, il a aussi une influence, une conséquence à l'échelle urbaine. C'est-à-dire que la place Gambetta a une position qui est géographiquement centrale aujourd'hui dans la ville. Et elle se trouve entre plusieurs quartiers. Donc on a le vieux centre avec toutes ses rues piétonnes, ses belles places, le lien avec les quais et la Garonne. De l'autre côté, on a les faubourgs, le quartier de Mériadec. Et en fait, la place Gambetta pourrait jouer ce rôle charnière, mais aujourd'hui, au contraire, elle est plutôt vécue comme une limite entre ces différents quartiers. Donc, justement, pour que la place retrouve une certaine cohésion, on a fait un choix de circulation, un choix de circulation qui était assez radical, mais qui avait déjà été enclenché donc précédemment, en 2013, merci. Et c'est finalement le geste fort de notre projet, ça a été de passer d'une place qui fonctionnait comme un rond-point à une situation de cours continu. On l'a appelé le cours continu, c'est-à-dire de la déviation de l'ensemble du trafic vers le côté ouest de la place. Et donc en fait, ça nous a permis de créer des continuités piétonnes de l'est vers l'ouest, donc du centre-ville vers les quartiers Judéique et Mériadec. Et donc voilà, ça c'est le projet qui a été dessiné. Donc en fait, on voit qu'il y a 3 éléments. D'abord, on a un système, donc par ce geste de déviation de la circulation, on a un système de circulation qui est cohérent dans la continuité des cours. On a un espace de la place qui est entièrement dédié aux piétons, c'est-à-dire qu'on a réussi à récupérer des superficies qui étaient dédiées à la circulation, qui sont aujourd'hui dédiées aux piétons. Donc on a un cadre, disons, minéral autour de la place qui est praticable et fonctionnel. Et puis le jardin qui est agrandi et puis surtout beaucoup plus accessible parce qu'il est rattaché sur ses façades est et sud à la place. Donc voilà, le cadre minéral, en fait, ce qui fait l'espace de la place, on l'a voulu comme un espace entièrement dédié aux piétons. Et en fait, c'est à la fois, disons, il y fait écho à la fois aux façades. On l'a voulu comme un espace qualitatif, donc avec des matériaux durables, des matériaux de Bordeaux, donc du granit, du calcaire, donc qui font à la fois écho aux matériaux des façades. C'est aussi un éco-façade par le rythme du calpinage qu'on a voulu justement associer au rythme des façades. Et c'est aussi un écrin pour les jardins en son centre. Donc cette place minérale, on l'a voulu de dimension généreuse. Donc vu qu'on a gagné de la place sur l'automobile, on a des trottoirs qui sont passés de 3 à 4 mètres vers des trottoirs de 8 à 15 mètres de large et qui permettent en fait d'accueillir toutes les activités en rez-de-chaussée. On sait à quel point c'est agréable de se mettre en terrasse à Bordeaux, donc on a vraiment dédié une certaine largeur au pied des façades pour accueillir les terrasses ou tous les commerces de rez-de-chaussée. Et puis à côté de ça, on a des trottoirs qui sont larges et qui peuvent aussi accueillir toutes les fonctionnalités qui existent sur la place aujourd'hui. Je pense notamment aux arrêts de bus, la station V-Cube, aux arceaux vélos, et puis les accès au jardin. Le jardin, il a fait l'objet d'une longue réflexion. En fait, on s'est demandé ce que c'était un jardin dans la ville contemporaine, ce que c'était un jardin en ville. On s'est demandé quelle échelle, quelle taille, si c'était un jardin qui était traversé, si c'était un jardin qui était fermé, si c'était un jardin plutôt minéral, végétal. Et en fait, tout ça pour en venir à la conclusion que la typologie la plus adaptée à la place Gambetta, en tout cas, c'était la typologie du square. Donc en fait la typologie actuelle. Et en fait pour nous la typologie du square, donc du jardin fermé, c'est la typologie qui exprime le mieux en fait cette dualité entre nature et architecture, entre minéral et végétal, et qui exprime en fait bien le dialogue qui existe déjà sur la place Gambetta. On a choisi aussi de garder ce caractère insulaire justement et central positionné au milieu de la place parce que c'est ça en fait qui permet de garder sur les pourtours en fait l'espace
nécessaires en fait pour avoir cette situation de vis-à-vis entre les façades et les jardins, et aussi l'espace nécessaire en fait pour accueillir la vie urbaine, donc comme je disais tout à l'heure, les activités du rez-de-chaussée, etc. Tant qu'à offrir un jardin au Bordelais, on a voulu qu'il soit le plus grand possible, donc on a vraiment étiré ses limites au maximum. Et voilà donc le résultat. En fait, pour nous, c'était important que le jardin prenne autant de place que l'architecture. En fait, on voulait vraiment un rapport d'égalité, donner la même importance à l'architecture et au jardin. Et pour nous aussi, c'était important que ce jardin soit ouvert et soit accessible. Et c'est pour ça qu'on a plutôt choisi des grandes pelouses avec des arbres de haute tige pour permettre en fait toujours où qu'on soit dans le jardin, de voir les façades et vice-versa. Ce jardin, on l'a voulu comme en fait une interprétation contemporaine du jardin à l'anglaise, c'est-à-dire qu'on a repris les éléments de langage du jardin à l'anglaise. Par exemple, les cheminements en courbe, des microtopographies, des arbres exotiques. On a essayé de conserver au maximum les arbres existants. Et puis on s'est permis aussi de traduire d'une manière plus contemporaine d'autres éléments du jardin à l'anglaise. Donc par exemple au massif fleuri ou à la strate arbustive. On a préféré plutôt des grandes pelouses qui sont plus accessibles. On peut s'asseoir dessus, s'allonger. Aux bancs et aux chaises, en fait, on a plutôt substitué une grande bordure qui fait tout le tour du jardin et qui permet à la fois de régler des questions de topographie et qui nous permettent de conserver des arbres existants à l'intérieur du jardin. Et à la fois, c'est en fait un très grand linéaire d'assises informelles, d'assises sculptées dans la pierre, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du jardin. Enfin, donc la rivière qui existe actuellement sur le square Gambetta, on a décidé de la remplacer plutôt par une fontaine. Là aussi, c'était plutôt pour rendre l'eau plus accessible, pour permettre aux gens de venir s'asseoir au plus près de l'eau et se rafraîchir. Donc voilà, en fait, pour conclure, notre intention, ça a été de proposer un projet assez humble et qui plutôt s'inspirait de ce qu'il y avait déjà sur la place et qui essayait de le révéler, et de aussi donner un vrai jardin à Bordeaux. On sait que dans les villes d'aujourd'hui, donc qui s'étendent, on repousse en fait de plus en plus loin les limites ville-nature, et donc on a d'autant plus besoin de ces endroits en ville, donc on les a appelés les oasis, à la fois parce qu'elles créent des microclimats, donc permettent de se rafraîchir l'été, elles amènent de la biodiversité. Mais en plus de ça, en fait, elles permettent, on retrouve un peu l'essence du jardin à l'anglaise. Elles permettent de transporter les gens, de les transporter dans un ailleurs, de les ramener en fait à l'idée de nature, de les faire voyager et peut-être sortir un peu de la ville. Et donc pour nous, on a besoin de la nature en ville. Ça paraît un peu évident dit comme ça, mais c'est vraiment essentiel, et c'est notre parti pris. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire passer dans tous nos projets. C'est une nature très cultivée malgré tout. Ah, c'est une nature qui est bien sûr, elle est artificielle, elle est faite par l'homme, mais ça n'empêche que c'est une nature, et en fait, même dans le jardin qu'on propose ici, on l'exagère, c'est-à-dire qu'on amène des essences, beaucoup d'essences, une grande variété d'essences, mais c'est aussi justement pour en fait créer ces natures un peu exagérées, pour créer de la saisonnalité, avoir des couleurs différentes selon les saisons, des formes différentes, parce que dans un jardin en fait de cette taille-là, on essaie justement amener de plus de diversité pour aussi, pour faire rêver les gens, créer quelque chose, créer un événement. Oui, comme une collection. Oui. Oui, Laurent de Sertine. Si je peux compléter un petit peu vos propos, c'est que lorsqu'on a travaillé avec les riverains, c'était l'idée d'îlots de fraîcheur dans le cœur de ville, qui était vraiment quelque chose absolument à préserver. Et je crois que le projet tel qu'il a été présenté par l'agence de West Height,
c'était que il préservait le jardin Gambetta, mais tout en lui donnant une écriture très contemporaine, beaucoup plus fonctionnelle et beaucoup plus adaptée aussi aux usages de la place aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui nous a convaincus, nous, élus, lorsqu'il a fallu se décider pour des projets qui, somme toute, étaient tous brillant, exceptionnel, mais celui-là d'autant plus. Et un projet très proche de l'existence, si j'ai bien compris. J'ai repris certains des éléments de ce que vous avez dit, Marine, tout à l'heure. C'est une réinterprétation contemporaine d'un Oui, voilà, une réécriture, en fait, oui. Alors, après, ce qui a beaucoup posé problème, sur lequel on s'est beaucoup interrogé, c'est cette ceinture de marronnier, qui aujourd'hui est un peu caractéristique de la place. Mais lorsqu'on a fait donc l'étude phytosanitaire, 2 points sont apparus, deux diagnostics se sont révélés. D'une part, l'état des arbres n'était pas du tout catastrophique, mais que d'autre part, ces arbres avaient été plantés bien après la conception paysagère du site, si je ne me trompe, et que l'architecte des Bâtiments de France a souhaité aussi d'essayer d'alléger au maximum cette ceinture de marronnier pour donner un peu plus de transparence à la place et mettre en valeur l'architecture de la place qui aujourd'hui était quand même très réduite ou très cachée par cette ceinture de marronnier. Et au final, il y aura plus d'arbres sur la place qu'il n'en existe aujourd'hui et que l'espace piéton va augmenter de l'ordre de... Je crois qu'aujourd'hui, la surface totale est de 2400 mètres carrés et après rénovation ou réhabilitation, on sera à 3000 ou 3500 mètres carrés. Une question sur l'enjeu à l'échelle de l'ensemble de Bordeaux, puisque pour ceux qui ont connu Bordeaux, et on est nombreux ici il y a 30 ou 40 ans, la place Gambetta, c'était un des centres, une des pointes du triangle d'or. Et on était vraiment au cœur de Bordeaux quand on allait place Gambetta. Est-ce que vous avez le sentiment que la fonction du lieu a un petit peu évolué avec les années, qu'aujourd'hui le centre s'est peut-être déplacé? Je crois qu'effectivement, la place Gambetta comme noyau de la ville, je crois que c'était plutôt dans notre génération, des cinquantenaires. Aujourd'hui, les jeunes, pour eux, le centre, le nœud de vie de la ville s'est un petit peu déplacé et aujourd'hui il est plus au niveau de la place de la Comédie parce que la place des Comédies est peut-être un peu plus centrale par rapport au quartier Saint-Pierre, par rapport au quai, qui aujourd'hui sont des lieux très très attirants et très festifs pour nos jeunes. Vous l'avez vu comme ça ou pour vous c'était encore un lieu? Vous m'avez parlé des cours tout à l'heure, donc c'est bien, vous l'analysiez, mais enfin c'était le cours à l'époque des intendants. Donc oui. Depuis, il y a eu Haussmann qui a créé les barrières, donc on a repoussé la nature un petit peu plus loin encore. Oui, on l'a vu comme ça, c'est-à-dire que justement... les 20 dernières années, presque toutes les grandes places du centre-ville ont été rénovées et en fait, c'est presque la dernière Gambetta, c'était presque la pièce manquante en fait du grand ensemble de Bordeaux et je pense que c'est pour ça que le centre s'est déplacé parce qu'on a des rues piétonnes qui sont très belles, des places qui sont très belles mais qui sont plutôt vers la Garonne et au détriment de la place Gambetta. Oui, qui est plus le centre, mais peut-être parce qu'on a redécouvert le fleuve, non? Vous n'avez pas ça après? Aussi, ouais. Toutes les villes retournent le fleuve. Alfred, vous voulez commenter peut-être Laurence de Sertine? Vous aviez gardé le micro, non? Non. Alors, Alfred Peter, donnez-nous un peu votre regard, parce que, je l'ai dit, vous avez conseillé la communauté urbaine de Bordeaux avec Jean-Pierre Charbonneau pour la réalisation du plan piéton de Bordeaux. Ce qui vous a amené à regarder les choses à une autre échelle. Je viens de parler du centre et de l'endroit où il peut se trouver, de l'effet de redécouverte de la nature, parce que pour le coup, la Garonne, c'est de la nature non cultive et elle est difficile à maîtriser et elle est loin d'être canalisée. Donc c'est vraiment la nature en cœur de ville. Ça a peut-être provoqué des renversements. Comment est-ce que vous avez analysé tout ça, Alfred Peter? Puis vous avez aussi un regard sur Gambetta, puisque vous étiez frotté au cahier des charges du concours. On pourrait peut-être commencer par ça, puisque si vous voulez, c'était le thème, et après on peut peut-être l'étendre à des questions dans ce rapport mobilité-aménagement. Je voulais d'abord féliciter la ville de Bordeaux d'avoir organisé un concours. C'est tellement rare maintenant, et que, comme dit Jean Nouvel, l'architecture, c'est
la réponse à la question que vous a pas posée. Hein, c'est vrai. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que c'est aussi notre travail, c'est à partir de tout ce que vous avez fait émerger avec les riverains, les usagers. Eh bien, notre métier, c'est de transcender tout ça pour apporter peut-être une solution un peu inédite. Et comme vous le soulignez, et que vous aussi, que l'origine du problème de la place Gambetta est arrivée avec le problème de l'intensification des circulations, à la fois automobiles, mais aussi des transports publics. Eh bien, on s'est dit, on va traiter le sujet en privilégiant dans le remède, entre guillemets, de là où est venu le problème. Et donc, comme j'ai 2 maîtres à penser sur ces questions des mobilités, c'est François Hacher et Jean-Marc Hoffner, qui est le directeur de l'AURBA, qui sera là tout à l'heure, et qui a lancé cette idée à Bordeaux de la fluidité lente, que je trouve une très jolie image, et qu'on s'est dit, au fond, on va essayer de l'appliquer à la place Gambetta. C'est-à-dire qu'en gros, dans le triptyque, cadre bâti, jardin, circulation, on va éliminer le maillot central, c'est-à-dire qu'on va le diluer, et ça rentre assez bien dans la thématique du paysage augmenté. C'est-à-dire, en fond, on a pris le pari qu'il y avait un cadre bâti de très grande qualité et un jardin, et on essayait de faire passer dans ce paysage tout ce qui traverse la place. Et c'est là que je pense que le problème a vraiment commencé, parce qu'évidemment on a pris comme pari qu'on ne pourrait pas faire un projet vraiment nouveau si on laissait les arrêts de bus sur cette place, qui ont été quand même un peu à l'origine de l'ambiance un peu dégradée qui s'est installée. Et donc voilà, le concours c'est un peu une prise de risque, et donc on gagne, on perd, c'est pas très grave, mais en même temps c'est un laboratoire, et donc voilà, c'est curieux d'ailleurs, parce que quand on a dessiné ce projet, finalement ça a donné la forme d'une feuille au milieu. Le jardin a complètement pris une autre forme, parce qu'en fait le jardin c'est pas que la partie centrale verte, c'est toute la surface de la place. Et donc on avait appelé ce projet ce livre, comme ça, pour le hasard de ce travail sur la fluidité lente, tout mode confondu, a donné ça. Voilà, donc c'était un pari, un risque. On gagne, on perd, c'est pas très grave. Et je félicite les vainqueurs. Oui, qui était convaincant. Et le but n'est évidemment pas de refaire le jury qui est passé, mais d'essayer de voir plus loin. Donc vous qui regardez à l'échelle de Bordeaux, dans ces enjeux de déplacement piéton, la place Gambetta, vous la mettez comment ? Vous savez, c'est dans le réseau des espaces publics, la place Gambetta est un maillon qui fait la graffe avec à la fois le centre-ville, mais on peut aussi la voir comme une pièce tout à fait d'une place qui vit sa vie d'une façon totalement autonome. Je ne pense pas que ce soit vraiment la question de cette place dans le grand système vert. C'est quand même un peu un îlot, comme vous disiez, et qu'il faut plutôt le voir comme quelque chose qui doit vivre sa propre vie en dehors des grands systèmes verts qui régissent cette métropole. Ah oui, que vous identifiez bien, quand Michel Desvignes en parle, qui parle de la structure végétale naturelle, celle des coteaux, du fleuve et de ses berges. Vous adhérez à ce discours et cette lecture à ce niveau-là, mais des espaces peuvent en sortir finalement. Je pense que Bordeaux, c'est une ville qui a pas peur d'afficher qu'elle a une ambition démographique. La ville millionnaire, c'est un choix politique qui est assumé. Moi, je suis strasbourgeois, par exemple. Strasbourg est à peu près la même taille, à peu près dans la même dynamique, mais jamais les élus n'osent afficher ça. Qu'au fond, on a une ambition, de dire on est une métropole, on a besoin de la conforter aussi dans sa taille pour avoir cette masse critique qui permet d'exister au niveau international. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose. Mais je pense que cette question de l'augmentation de la taille de la métropole n'est acceptable et acceptée par les habitants que si elle marche sur 2 pieds. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez le développement urbain et parallèlement, il faut qu'il y ait un développement du système naturel. L'un sans l'autre ne fonctionne jamais. Donc, densification et
consolidation du projet nature sont pour moi deux éléments qu'on ne peut jamais séparer. Et si on les sépare, ça coince. Vous avez vu quand vous aviez lancé l'opération des 50 000 logements que... Mais quand vous essayez de densifier un endroit qui est déjà bâti, vous n'êtes jamais accueilli les bras ouverts. C'est normal. Ça m'est arrivé à Lyon aussi d'être dans cette situation. Donc il faut que parce que évidemment quand on cherche à agrandir la ville, on ne cherche pas forcément à l'étendre. Au contraire, on cherche plutôt à la garder dans une certaine limite pour éviter un étalement urbain sans fin. Donc ça veut dire que cette question de la présence de la nature, et number one, comme disait Michel Courajou, c'est bien entendu la Garonne, les coteaux, mais les Jalles, enfin il y a tout plus on rentre dans le détail, plus on voit qu'il y a des valeurs dormantes en quelque sorte qui sont sans doute à développer avec la même attention, avec la même intensité que on le fait pour tous les grands projets bâtis qui sont un étage en dessous. Oui, vous voulez réagir sur cette lecture de la ville et des enjeux aujourd'hui d'équilibre, ou vous, Laurence de Sertine, sur cet équilibre nature et bâti? Non, vous ne sentez pas. Sabine Aristoy, Marine Manchon, sur les enjeux. Non, je partage tout à fait votre vision. Je pense qu'on ne peut pas imaginer une urbanisation galopante sans réfléchir à la nature, au paysage environnant. Je pense que cet équilibre, il faut absolument l'instaurer sur la métropole bordelaise. C'est ce qui est engagé aujourd'hui avec les 55 000 hectares, c'est-à-dire d'avoir une vraie réflexion sur la qualité paysagère de notre territoire, qui est vraiment significative. Vous parliez du paysage des Jalles, du paysage de la Garonne, le parc des Coteaux. Tout ça, c'est ce qui fait aussi la richesse du territoire bordelais. Donc, en travaillant sur plusieurs opérations immobilières, l'enjeu, il est réel, quoi. Il est vraiment, on y pense, les opérateurs y pensent. Enfin, on a vraiment cette réflexion sur le paysage et son devenir. Et la dimension naturelle, donc, si j'entends bien. Et la dimension naturelle également. La dimension naturelle quand elle existe. Par exemple, vous parliez du paysage de la Garonne, c'est une dimension naturelle qui existe. Et effectivement, quand on vient urbaniser à proximité de cette végétation, ou pas forcément végétation, mais cet écosystème, ce relief, même les berges de la Garonne, ce qui est magnifique, c'est les sédiments alluviales, quoi. C'est vraiment, voilà, il y a cette couleur, il y a plein de choses qui parlent de cette nature. Eh bien, quand on construit près de cette nature, on ne peut pas construire sans se rapprocher, sans en tenir compte, en tout cas. Sans en tenir compte, et moi je trouve intéressant aussi, c'est de le mettre en avant. C'est-à-dire que c'est pas seulement ça coller, mais c'est aussi donner à voir ce paysage. Et ce paysage, il est fragile. Enfin, c'est vraiment une dimension qu'il faut qu'on aborde dans tous les projets aujourd'hui. Oui, ce qui n'empêche pas, vous niez pas non les objectifs ou l'intérêt ou l'importance des objectifs de croissance d'une métropole sur elle-même, plutôt que de s'étaler. Elle est indéniable. De toute façon, il faut faire avec. Donc, vous voulez dire que la pression est telle que, de toute façon, il faut mieux l'encadrer, quoi. Il vaut mieux encadrer. C'est ce que Bordeaux Métropole s'engage à faire, et je pense que c'est juste. De toute façon, on ne peut pas empêcher cette urbanisation. Mais il faut l'accompagner intelligemment, il faut vraiment prendre conscience de cet environnement. Après, on en discuter, les îlots de chaleur, etc. C'est aussi un bien-être pour soi, mais aujourd'hui, on bataille pour conserver cette nature qui est fragile, très fragile, et qui fait partie du patrimoine métropolitain bordelais. Ah, je vous entends réagir. Non, Alfred Peter. Oui, j'irais même un cran plus loin, dans la mesure où, d'ailleurs, c'est aussi le thème de cette agora. C'est pas un hasard si le paysage est plutôt dans une exposition d'architecture, mais que le paysage est devenu pas simplement ce qu'il a été longtemps, une sorte de mesure compensatoire, parce que j'ai envie de dire que dans le projet métropolitain aujourd'hui, le paysage devrait précéder la construction. C'est un projet, et c'est là où je trouve qu'il faut, dans
la tête de beaucoup de gens, faire une sorte de culbute pour dire que non, le paysage n'est pas simplement celui qu'on protège. J'appelais ça la protectionnologie, qui fait d'ailleurs que aujourd'hui le rapport au paysage est devenu très schizophrénique parce qu'on le regarde toujours à travers des prismes de la loi sur l'eau, la loi sur ceci ou cela. Je pense que si... Et c'est de l'interdiction, pour le dire autrement, de l'interdiction de faire, quoi. Voilà, qui fait toujours que... Ben voilà, la position de l'éternel agressé qu'il faut protéger. Je pense qu'il faut être plus offensif. Et c'était un peu le rôle des 55 000 hectares, c'est de dire, au fond, sortons de cette protectionnologie et faisons de la nature un projet et pas un règlement. Et c'est cet enjeu-là, je pense, qui est aussi au cœur de cette agora, c'est de considérer que face aux défis auxquels on va être obligé de s'affronter au XXIe siècle, notamment la question du climat, qui commence à être de plus en plus prégnante dans notre vie quotidienne, on va être obligé de faire du paysage une véritable réponse à ces défis-là. Je pense que c'est vrai aussi pour l'eau, qui est un sujet omniprésent dans cette ville, qu'on a toujours traité pour l'instant comme une question de lutte contre l'inondation. Je pense qu'il faut dépasser ça. Bon, effectivement, on ne peut pas... Il y a eu des travaux gigantesques. Je m'étais fait expliquer tout le système aujourd'hui qui protège cette ville des inondations. Donc on a un peu oublié cette question. Et c'est un peu, comment dire, le revers de la médaille, quoi. Quand on règle un problème, il n'existe plus. Mais l'eau est toujours là. Et aujourd'hui, c'est ce que je pense que cette agora dit aussi, c'est que l'eau, il faut la réinventer dans cette ville. Alors, sur la Garonne, c'est facile, évidemment, parce que c'est tellement majestueux, mais il y a de l'eau partout. Il suffit de creuser de 50 cm, vous êtes dans la nappe, les jalles, les systèmes d'irrigation, tout ça, ça pourrait permettre de fabriquer un paysage que je pense être... et c'est là où je voudrais aussi dire un mot sur les questions des mobilités, parce que il y a pour moi une sorte d'évidence d'associer la question des mobilités douces, des modes actifs, à cette question du projet paysager, parce que bon, évidemment, c'est par plaisir, on imagine que sur les parcs, les promenades, les grandes coulées vertes, le moyen de déplacement privilégié, c'est la marche à pied ou le vélo. Et c'est d'ailleurs à Bordeaux, mais aussi dans pratiquement toutes les villes d'Europe, devenu un vrai sujet qui va un peu aussi avec ce comeback du tramway, avec cette idée que la nature devient un vrai sujet en ville. Donc moi, je dissocie pas ces deux choses-là, parce que marche à pied et vélo et projet nature sont pour moi deux sujets qui vont totalement ensemble. C'est assez naturel quand on est dans le centre de Bordeaux de dire on va marcher à pied, et on fait des grandes distances sans même s'en apercevoir, d'ici jusqu'au bout des quais, je sais pas, il y a 3 km, 4 km, oui. Mais vous voyez, personne ne s'en rend compte qu'il y a 4 km, mais faites 4 km dans une ville comme Bègles, vous allez l'impression que vous avez marché pendant 3 jours, quoi. Ou je prends Bègles, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle ville. Bègles se transforme aussi. Qui se transforme, évidemment, mais l'enjeu, il est surtout dans ces paysages périurbains dans lesquels aujourd'hui la prégnance de l'automobile est encore très forte. Ouais. Bon, vous avez mis le doigt sur plein de choses, évidemment. Alors, nous débattrons de l'avenir de la Jalère à 17h30 samedi, ici même. Nous débattrons des 55 000 hectares vendredi à 17h30, ici même. Nous débattrons des grands enjeux climatiques avec une dizaine de responsables de grands territoires du monde entier, venus du monde entier, de Colombie, d'Afrique, d'Asie, d'Inde et de Saint-Pétersbourg. Oui, en effet, le thème et l'exposition soulèvent tous les problèmes que vous avez un peu articulés, je dirais, mis ensemble. Je vous en remercie beaucoup d'ailleurs. Je renvoie au programme des débats. On va se retrouver dans les différents... Alors bon, voilà. Merci. Comme c'est le premier, il fallait bien une introduction. Il donne un peu... oui, vous êtes formidable. Ce qui est intéressant dans cette agora, c'est que justement, c'est pas une exposition franco-française. Quand on voyage un peu dans le monde, on travaille un peu le monde, on voit bien que nous, Européens, nous sommes le modèle pour le monde entier aujourd'hui. En tant qu'Européens, d'ailleurs, quand vous arrivez je connais beaucoup Hyderabad, je connais la Géorgie, je connais Hong Kong. Hyderabad, le responsable du Telangana vous êtes d'emblée
et pas forcément, la réputation n'est pas forcément volée. C'est-à-dire, vous, Européens, vous avez le processus qui est à peu près sous contrôle. Mais vous voyez, cette question que nous, on débat ici, c'est un peu un laboratoire, pour moi, qui n'est pas transposable à Hyderabad, qui n'est pas transposable en Géorgie, qui n'est pas transposable en Afrique, mais que cette vision, cette utopie qu'on arrive à penser dans un monde riche, elle peut être quand même un modèle sur lequel on peut construire là où il y a les vrais problèmes. Hein. C'est-à-dire que si vous voyagez un petit peu, les questions de l'eau, numéro 1 partout, la question de la congestion, numéro 2 partout, et la question de l'habitat, numéro 3 partout, eh bien ces trois sujets-là, réunis, vous avez sur Bordeaux un modèle que le monde entier rêve. Alors, je voudrais savoir s'il y a des réactions. Tout à l'heure, à la fin du débat, on procédera à la remise des prix de l'association SOS Gambetta sur les traces de Gambetta, n'est-ce pas? Mais avant ça, il y a peut-être des questions ou des envies d'intervenir. Il faut bien lever la main parce qu'on est évidemment à contre-jour ici. Là, une main se lève au fond et on va vous passer un micro. Présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Varachot. On habite avec mon épouse Bordeaux, bien sûr, depuis des années, et on habite du côté de l'église Saint-Seurin. Oui. Alors, la place Gambetta est une magnifique place. Je l'ai connue, et vous le disiez, on l'a connue il y a longtemps, une magnifique place. Je pense quand même que la place Gambetta a été délaissée suite aux quais, bien sûr, à la place de la Comédie, qui sont magnifiques, et c'était tout à fait valable qu'on mette d'abord en valeur les quais, la place de la Comédie, les Alexandries. Ce qu'il y a, c'est que la place Gambetta a été quand même, je le pense, délaissée suite que toute la circulation des bus s'est reportée sur la place Gambetta. Je passe tous les jours place Gambetta. Je passe tous les jours avec mon épouse à pied ou en voiture. C'est très difficile. C'est très difficile de passer même à pied et en voiture. La circulation a été modifiée, c'est vrai, ça a porté ses fruits. Mais enfin, il reste encore que je crois qu'il y a plus de 1000 bus qui passent par jour. 750 aujourd'hui. Il faut ajouter les taxis, il faut ajouter les voitures, 750 il faut bus. ajouter les pieds. 750, tant mieux, ça a un peu diminué, on avait déplacé. Mais il passe également les taxis, les voitures, les bus transgironde, et puis il y a les piétons, et puis il y a les vélos. Alors, cette place est magnifique. Ce que je demanderais comme question, c'est que il y a eu un temps que j'ai connu, et que beaucoup ont connu ici, c'est que le bus, il n'était pas à place Gambetta. Bien sûr, ça remonte à quelques années. Toute la circulation s'est déportée sur la place Gambetta, qui est magnifique, et qui, je le souhaite vivement, redevienne aussi bien. Est-ce qu'il y a une solution qui s'approche pour trouver une place à ces bus? Est-ce qu'il y a une solution qui s'approche pour arriver quand même à améliorer de façon forte et sûre? Je sais qu'il y a beaucoup de... J'ai suivi les concours qui se sont faits, il y a beaucoup de concours qui se sont faits. On a même parlé de concours pour le dessous de la place Gambetta, que autrefois je suis passé à pied sous la place Gambetta. Il y avait on y passait. Mais est-ce qu'il y a une solution qui s'approche pour cette circulation et pour les bus pour trouver une place? Merci beaucoup. Oui, alors, de Sertine. Oui. Enfin, là, on parle plutôt plan circulation au niveau de la ville. L'idée de Monsieur le maire, en tant que maire de Bordeaux, mais aussi président de la métropole, c'est de proposer d'autres modes de déplacement que la voiture. Donc aujourd'hui, vous avez quand même le démarrage de la ligne D du tramway. Vous avez également, les travaux vont démarrer, le BHNS qui va relier tout le quart nord-ouest à la gare de Bordeaux et qui va aussi passer par le centre-ville. L'idée, c'est d'amener les gens à utiliser davantage les transports en commun plutôt que leur voiture. Donc, à terme, forcément, la place Gambetta, dans la configuration du projet tel qu'il va être réaménagé, va être quand même, la circulation sur la place Gambetta va être vraiment, vraiment apaisée. Est-ce que je réponds à votre question ou pas? Les bus aujourd'hui ne seront plus sur le côté est de la place, vont être reportés sur le côté sud de la place,
Mais après, il faut aussi permettre aux gens de pouvoir aller, par exemple, du Grand Parc à je sais pas où, à Saint-Augustin, par exemple. Ça, on est obligé de maintenir des lignes qui traversent le cœur de ville. On ne peut pas uniquement aller. Enfin, je veux dire, c'est dans le réaménagement du plan de circulation, c'est indispensable. Mais on va quand même vers beaucoup moins de bus sur la place Gambetta. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une autre remarque? Je ne pense pas que le spécialiste des transports et de la mobilité soit encore dans la salle, mais on l'attend pour le débat suivant. Alors, oui. Voilà, ça y est, le micro y va. Oui, merci. Présentez-vous. Je suis blogueur Bordeaux Écoloblog et j'aimerais poser une question à nos aménageurs et aux politiques sur toujours cette incapacité à respecter le végétal. Respecter quoi? Cette végétal. Incapacité, lorsqu'on aménage une place, lorsqu'on aménage un coin de ville, à respecter le végétal existant. Donc effectivement, j'ai bien écouté le préambule où visiblement vous disiez que l'intérêt c'était effectivement de mettre plus de végétal, mais moi la réponse de Madame Dessertine m'interpelle lorsqu'elle me dit que les marronniers sont sains visiblement et que donc l'aménagement on va couper ces marronniers qui sont sains, qui sont, il me semble bien, centenaires, qui, en termes de captation de CO2, sont certainement plus efficaces que les arbres que vous allez rajouter. Donc je me dis, comment se fait-il lorsqu'on aménage, et ce n'est pas la première fois, parce que régulièrement, lorsqu'on aménage une place sur Bordeaux, lorsqu'il y a des arbres en place, on les coupe, pour les remplacer soit par de nouveaux arbres. Et là, visiblement, les marronniers, je sais bien qu'ils posent problème dans le réaménagement. La place Gambetta, le projet est très beau, c'est pas ce que je dis. Je dis juste, c'est que pourquoi n'avons-nous pas respecté pris en compte ces arbres, compte tenu de leur intérêt écologique? Et comment se fait-il qu'à chaque fois, les aménageurs ne tiennent absolument pas compte et on nous dit qu'en fait, le but, c'est pas de faire respirer les arbres, c'est de faire respirer les façades de cette jolie place Gambetta à la demande de l'architecte du bâtiment de France. Bon, donc alors, moi, j'ai une vraie interrogation sur l'incapacité de nos aménageurs à respecter les arbres en place. On va vous répondre peut-être pas de façon générale, mais sur le cas particulier, Marine Manchon, alors vous êtes en train de saccager le végétal en place. Alors, vous avez affaire quand même à des jardiniers plutôt qu'à des aménageurs sur ce plateau. Moi, je suis pas trop d'accord avec vous quand vous dites qu'on ne respecte pas le végétal sur la place. En fait, on a gardé tous les arbres existants. Les seuls marronniers qui vont être abattus, c'est les marronniers qui se trouvent sur les alignements nord et ouest. Et tous les arbres qui sont au cœur de la place et tous les marronniers sur les alignements est et sud sont conservés. Donc il y a des choix à faire quand même en termes d'aménagement et j'espère que vous avez écouté mon discours et l'histoire du projet et l'histoire qu'on voulait raconter sur la place. On a fait ce choix de circulation, il a des conséquences, mais en fait, on espère que les avantages qu'apportera justement ce choix de circulation seront compenseront justement la perte de quelques marronniers. Et ça, croyez-moi, on est vraiment désolé de couper des arbres. Si on pouvait choisir, on couperait jamais d'arbres. Mais là, vraiment, c'est au profit d'un projet d'ensemble qu'on a pris cette décision. Et vraiment, ensuite, on a fait le choix partout ailleurs où c'était possible de les conserver. Laurence Dessertine, oui, alors. Moi, je peux également vous répondre. Aujourd'hui, il y a, de mémoire, mais je crois que je suis à peu près juste, il y a 44 marronniers. On va en enlever pas tant que ça. Je crois que sur le projet tel qu'il va être proposé, c'est 57 arbres qui seront sur la place. Donc dire qu'on coupe des arbres et qu'on ne souhaite pas mettre de la nature dans la ville, je pense que c'est une mauvaise lecture de cet aménagement. Vous comprenez qu'il y a un débat, on le connaît bien, hein, monsieur, vous intervenez sur un sujet qui est souvent évoqué. C'est le fait qu'un arbre existant, il remplit un rôle de fixation du CO2 que les jeunes arbres qu'on va rajouter ne rempliront pas tout de suite. Donc bon,
C'est un équilibre à trouver, j'imagine. Marine Manchon, vous êtes une des spécialistes de ce genre de sujet, évidemment, de ces calculs. Bon, je ne sais pas si vous avez des éléments, mais c'est la question, si vous voulez. Oui, non, mais j'entends bien. Mais après, moi, lorsque j'ai travaillé avec les riverains, l'idée aussi, c'était de rendre ce jardin ouvert à la ville. Or, cette ceinture de marronniers, quelque part, crée un masque, enfin, empêcher en tout cas ce rapport jardin-architecture, et l'idée d'en enlever quelques-uns en remplantant d'autres, sans enlever le schéma général de cette plantation de marronniers. Je crois qu'on ne trahit pas. On ne trahit pas l'esprit du jardin, l'esprit de la place Gambetta tel qu'il existe. Non, mais ni la masse végétale, parce que c'était la question portée sur la masse végétale. Non, la masse végétale est maintenue. Elle est même renforcée. Elle est même renforcée. Donc après, c'est vrai qu'un aménagement... J'ai compris que c'était ça le sujet. Enfin... Mais oui. Donc effectivement, comme le dit Marine... Sabine Ristoy, oui, pardon. Oui. Représentant. Non, mais c'est vrai que c'était un vrai sujet. Enfin, le sujet des marronniers, des arbres existants, de cet âge-là. Enfin, on s'est vraiment interrogé. Après, on essaie de répondre à un ensemble de problématiques et de demandes, plus que de problématiques, mais de demandes qui sont de requalifier l'espace public, l'espace dédié aux piétons, aux vélos, de minimiser l'impact de la voiture. Donc le choix d'avoir maintenu une circulation viaire circulée dans le prolongement des cours, le choix de l'avoir incliné légèrement de manière à libérer des espaces piétons aimables, généreux, pour que les façades soient pleinement lues, appréciées. C'est vrai qu'il y avait l'implantation de marronniers à cet endroit-là qui posait problème, qui aujourd'hui, de toute façon, vit dans des conditions pas exceptionnelles, puisque les marronniers sont aujourd'hui aménagés autour d'espaces en enrobé. On sent bien que le système racinaire décolle tout ça. Ils ne sont pas dans des conditions exceptionnelles. Donc voilà, donc il y a eu un choix à faire pour essayer d'être généreux dans un ensemble. C'est pas seulement le jardin, c'est aussi une place pour les piétons. Oui, mais on ne joue pas les piétons contre les arbres, enfin rassurez-vous. Ni la restauration du caractère XVIIIe siècle contre les arbres. Enfin, on comprend bien que vous essayez de tenir tous les aspects. C'est ça. Oui, c'est l'enjeu, c'est de pouvoir tenir tous les aspects. Il y avait un choix, il y a un programme qui était imposé. Bon, ok. Et dans la concertation... moi, j'ai très souvent entendu dire que on préférait mettre en valeur l'architecture du bâti plutôt que de préserver ces marronniers qui sont pas des arbres remarquables et qui, par rapport aux riverains, c'était pas un élément déterminant en tout cas dans la réflexion. Le maintien de l'ensemble des marronniers. C'est quand même, excusez-moi, mais ça reste. Je ne sais pas qui intervient là. C'est sur vous. Non, c'est juste pour vous répondre, effectivement, mais ça reste quand même des marronniers qui sont plus que centenaires. Donc, on nous parle. Ouais, bon, en tout cas. Ils ne sont pas tous centenaires. Ils ont quelques années. Madame de Sertine ne nous a pas exactement donné le nombre de marronniers qui seront éliminés. Toujours est-il que je trouve que 14. Voilà, 14 marronniers, ce n'est pas rien. Je pense pas sur que 44. Ils n'ont pas 10 ans, ces marronniers. Ils n'ont peut-être pas 100 ans, mais ils ont pas loin de 100 ans. Et je crois que juste simplement j'ai entendu les intervenants parler d'îlots de fraîcheur, de effectivement lutter contre l'effet de serre, etc. Et moi, je trouve quand même regrettable qu'on élimine quand même 14 arbres qui ont quand même une certaine fonction sur cette place. Et surtout que lorsque Madame Dessertine nous dit que c'est pour libérer, aérer l'architecture de la place, eh bien, permettez-moi de vous dire, je préfère effectivement faire respirer les Bordelais que respirer les arbres qui sont largement minérales sur Bordeaux. Bon. Sabine Aristote, c'est votre point de vue. Ouais. Oui, mais il faut répondre. Non, vous êtes très dur quand même.
Dans quelle mesure? Parce que c'est absolument pas... ce travail, c'est un travail collectif. Il y a vraiment l'association SOS Gambetta qui a porté ce projet avec l'intention de vraiment maintenir ce jardin central. Donc les élus également. Enfin, c'est vraiment un travail collectif avec le souhait, mais très sincère, de créer un îlot de fraîcheur, mais avec tout ce que ça implique, de vraiment densifier cet espace, qui aujourd'hui est un peu désuet. On aurait pu prendre un parti beaucoup plus radical. Donc là, on a vraiment agrandi le jardin et essayé de maintenir au mieux, mais au maximum, les arbres existants. Donc je pense qu'il faut pas nous... Enfin, je trouve dur de votre part de dire que on pense qu'aux façades architecturales, c'est pas que non, Madame Dessertine ne dit pas ça. Elle a défendu le projet jusqu'au bout, avec cette volonté de maintenir un jardin central. Donc c'est vraiment déjà l'enjeu, il est énorme et c'est un grand pas. Franchement, à Bordeaux, c'est un environnement plutôt minéral et là, c'est extraordinaire de pouvoir redonner vie à ce jardin central. Et très sincèrement, tout le monde porte ce projet dans ce sens-là. Donc je pense que c'est malhonnête de dire que vraiment on a minimisé les choses. Non, monsieur, mais est-ce que le bilan global végétal du projet, il est positif en termes végétal? Il est très positif. Puisque vous étendez le jardin, enfin il faut... On l'étend, il faut dire des choses précises. On densifie. D'accord. Alors j'ai pas les chiffres en tête, mais... Donc c'est moins 14 arbres d'un côté, mais plus de l'autre, non? Au final, il y aura plus d'arbres sur cette place. Ouais, voilà. Une soixantaine. Bon. Ça me semble répondre à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là-bas, s'il vous plaît. Le micro arrive jusqu'à vous, le voici. Présentez-vous également, s'il vous plaît, puisqu'on enregistre et on filme, et tous les films sont disponibles. Je suis Francis Jean-Christophoro. Voilà, je regrette que sur cette place, il n'y ait pas davantage d'initiatives culturelles par une fontaine, je dirais, monumentale, ou par des sculptures contemporaines, etc. Je trouve que cette place, à part la végétalisation, qui est un élément évidemment essentiel, manquera d'identité. Voilà. Je trouve que, quelque part, si vous voulez, cette fontaine, ce qu'on peut appeler ce plan d'eau, risque de devenir une seconde pataugeoire de Bordeaux. Je le ressens comme ça. Voilà, personnellement, je voulais vous dire ça. D'autre part, si ma mémoire est bonne, il existe des passages souterrains actuellement, des passages qui étaient, je crois, en utilité avant la dernière guerre, et qui maintenant sont évidemment depuis très longtemps abandonnés. Qu'est-ce que vous en pensez de ces passages qui étaient peut-être utiles, qui maintenant évidemment avec le problème de sécurité risquent d'être... Ils seront fermés, ils sont définitivement fermés. C'est ça. Et si je comprends bien, si je me souviens bien, il y a un passage souterrain qui relie l'angle de la rue Judaïque, en gros, vers le cours de l'intendance, ou je ne sais plus. Enfin bon, il y a des passages souterrains. Et il y en a un autre aussi qui est en bas de la place, côté anciennement le rue Dauphine. Voilà. Je trouve que cette place est peut-être... certainement que le projet, je comprends très bien que la solution apportée soit une solution qui correspond effectivement à un allègement de la circulation, mais encore une fois, je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas toujours, et beaucoup de places sur Bordeaux sont véritablement, je dirais, ratées quelque part, puisque, j'ai quelques exemples comme ça en tête. Moi, j'habite sur la place Michel, qui est entre la place Paul Doumer et la rue d'Aviot. C'est une place qui est loupée, à mon avis, pour un mauvais choix d'arbres et surtout aussi pour aucune, si vous voulez, identification culturelle. La place Paul Doumer, la même chose. La place qui est entre la grosse cloche, Fernand Lafargue aussi, il y a une fontaine que tout le monde cherche. Enfin je trouve que là, ça aurait été l'occasion de culturaliser en quelque sorte cette place. Voilà. Je comprends pas très bien ce que vous entendez par culturaliser la place. Monsieur parle de monument, de monumentalité. Une pièce d'artiste, de sculpteur. Je ne veux pas tomber dans le passé, je ne suis pas passéiste particulièrement, mais si vous voulez, il faut tenir aussi compte de la leçon des anciens. Je vois que sur Bordeaux, comportait des places avec une monumentalité que l'on ne retrouve plus. Voilà, on oublie ce côté monumental qui est quand même une réflexion culturelle qui est indispensable à mon avis.
Mais c'est un beau débat, mais c'est la fontaine telle qu'elle est prévue dans le projet est relativement importante. Enfin, je veux dire, ça va être vraiment un lieu de vie sur le jardin. Monsieur parle de gestes artistiques également. C'est un débat. On va peut-être pas l'ouvrir tout de suite parce que c'est pas exactement le même, mais en effet, vous faites bien sans doute de poser la question. On en parlera demain. Demain, avec Pablo Reynoso, avec le philosophe de l'art et de l'esthétique, Gilles Tiberghien, les formes de pratiques artistiques, si vous voulez, si vous parlez d'identité culturelle, peuvent évoluer, quoi. Chaque place, si vous voulez, correspond à mon avis, enfin, à un monument. Bon, voilà, il y a toujours une identification sur quelque chose, quoi. Là, si vous voulez, ça va être des arbres, un plan d'eau banal, et si vous voulez, ça manque, à mon avis, d'un geste culturel. Ben voilà. Le débat est ouvert, mais c'est une bonne question. Si je peux juste réagir. Oui, je vous en prie. Bien sûr, Marine. Donc pour nous, en fait, le monument sur la place, c'était l'architecture, c'était les façades, et c'est ce qu'on a vraiment voulu mettre en valeur. Et des places monumentales à Bordeaux, je trouve qu'il y en a déjà beaucoup. La plupart des places à Bordeaux sont très monumentales. Je pense à la place de la Bourse, c'est une place magnifique. Oui, ce qu'on voulait faire à Gambetta, c'était complètement différent. C'est-à-dire que c'est une place plus humaine, plus à l'échelle du quartier et plus adaptée en fait aux usages de tous les jours. Et je pense que la place de la Bourse, elle est effectivement très belle, mais c'est pas une place où on reste. Et ce qu'on voulait pour Gambetta, c'était une place vivable. Et donc c'est là où le jardin prend vraiment toute son importance. Très bien. Une autre question ici. On va prendre pas. Je reste sur ma fin. Oui, bien sûr, mais vous avez ouvert une question. Excusez-moi. Pardon, oui, Sabine Aristeuil. Le geste artistique, c'est tout simplement peut-être le jardin. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais enfin, bon, c'est plutôt bien sûr, on peut toujours. Mais une identification culturelle ne passe pas forcément par le jardin. Je vois pas. Toutes les places sont des jardins. Mais je suis d'accord avec vous. Il faut trouver au travers de ce geste-là une personnalisation d'un endroit. Voyez. Que une place avec des arbres va ressembler à une autre place avec des arbres. Je suis pas d'accord avec vous. Et puis, enfin, moi, je pense que l'aménagement tel qu'il est envisagé va permettre aussi sur ce grand espace piéton côté est de trouver une identité culturelle qui va être portée soit par les riverains, soit par les commerçants, soit par la ville de Bordeaux, et on va avoir là un lieu justement où on va pouvoir proposer des activités culturelles ou des expositions, enfin, je veux dire, on va essayer de construire quelque chose ensemble à ce niveau-là. Je pense aussi à un kiosque à musique, vous voyez, un endroit pour faire des concerts musicaux, des choses comme ça. On a l'auditorium à côté, il y a le grand théâtre qui n'est pas loin, voilà. Oui, il y a peut-être pas la place d'un kiosque. Si vous voulez, on va surtout passer. Il y avait d'autres questions. J'ai vu un bras se lever ici. Allez-y. On vous a donné le micro. Non, pas encore. Il arrive. Voilà. Voilà, et puis après, on va s'acheminer quand même vers la fin de cette présentation. Je m'appelle Alexandre, ex-ingénieur urbaniste, et aujourd'hui je travaille dans les nouvelles technologies web, développement d'applications. Je suis arrivé il y a 10 ans à Bordeaux, à l'agence d'urbanisme, pour faire de l'écologie urbaine et étudier ces questions d'équilibre ville-nature, économie d'énergie, etc. Diverses expériences m'ont fait cheminer, et aujourd'hui je suis dans les nouvelles technologies. Donc, je suis en télétravail chez moi et j'habite justement rue des Remparts, juste à côté de la Porte Dijon. Donc je voudrais juste intervenir sur 2 points, la question des arbres très rapidement et la question de l'usage culturel. Alors comme je suis en télétravail chez moi depuis maintenant 3-4 ans, je suis H24 là et je descends à la place Gambetta très régulièrement pour tout et n'importe quoi, du tabac, la poste, aller au supermarché, etc. Et donc, je voudrais juste, sur la question de l'activité culturelle, puisqu'on en parlait, j'ai contribué dans le quartier vu que je travaillais chez moi, quand il y avait énormément de musiciens qui venaient tous les jours. Je suis moi-même musicien et j'aime entendre cette vie musicale de ce petit coin de Gambetta de la Porte Dijon. Mais par moments, ça a été excessif, avec des groupes qui venaient plusieurs fois par jour. Donc, je descendais moi-même, essayer de négocier avec eux. J'habite là, s'il te plaît, voilà. Donc, je ne prends pas parti sur le choix effectué, c'est-à-dire est-ce que ce serait une statue, est-ce que ce serait une œuvre d'art, etc., etc. Mais c'est vrai que quand on observe les usages de la place Gambetta, on voit qu'en fait, il y a un côté musical, artistique, de gens qui sont là, d'habitants qui viennent jouer juste de la guitare parce qu'il fait chaud, et ça j'arriverai après sur la question des arbres aussi,
Ou en tout cas, il y a beaucoup de gens qui viennent en face du café Dijon, maintenant ça a changé de nom, jouer de la musique avec une guitare amplifiée ou pas, et par moment, c'est du jazz très fin, très subtil, qui ne dérange pas, parce que c'est pas trop fort, c'est pas 10 fois par jour, etc. Donc j'ai toujours trouvé que, oui, ça manquait d'un lieu qui puisse fédérer, canaliser cette activité musicale qui est là de fait, en fait. Et si vous privez les usagers d'une place qui canalise en fait cet usage qui existe de fait, bah, de toute façon ils le feront quand même. Mais du coup peut-être ils le feront pas bien, ils se mettront à un endroit où ça gênera des bars, etc. Donc je vous invite à développer cette réflexion sur une place qui fédère un peu ce côté artistique. Voilà pour l'aspect culturel. J'accélère très rapidement sur l'aspect climatique et îlot de chaleur. 3 points essentiels. Donc j'habite sous les toits, ok. Vous savez comme moi, vous avez vu comme moi l'évolution des hausses de température sur Bordeaux. Je peux vous garantir qu'être en télétravail sous les toits, avec un ordinateur qui chauffe, etc., j'ai dû acheter des panneaux réflecteurs pour mettre ça sur mes Velux, sur mon toit et sur mes fenêtres, histoire de réguler. Et donc, la place Gambetta, pour moi, c'est vraiment une poche d'air, une aération. Quand à 18h, j'en peux plus, qu'il fait trop chaud, je descends, je m'allonge dans l'herbe. La présence de l'eau, c'est hyper important. La présence de l'ombre des arbres, c'est hyper important parce que s'il y a moins d'arbres, le sol est plus exposé. Or, c'est vraiment une problématique que j'ai étudiée à l'agence d'urbanisme de Bordeaux, je sais exactement de ce dont je parle, excusez-moi, c'est que en fait, les végétaux, ils empêchent le sol d'être exposé au soleil. Et c'est vrai que Bordeaux est assez minéral, même s'il y a quand même des zones assez vertes et géniales. Mais Bordeaux est une ville très contrastée par rapport à d'autres villes comme Poitiers ou Grenoble ou même Lille, en termes de répartition, zone minérale, zone, on va dire, naturelle. Donc, la fonction des végétaux, c'est d'une part de réguler l'air ambiant en amenant plus d'humidité, d'autre part d'empêcher le sol d'être exposé directement au soleil et d'accumuler la chaleur. Parce que ça, c'est un autre facteur, c'est qu'en fait, si la pierre et le bitume sont trop exposés au soleil, ils accumulent la chaleur et ils la restituent la nuit. Et c'est exactement la cause des décès en 2003 pendant les canicules, et que moi je vis aussi, parce que j'ai du mal, la nuit à dormir, parce que la température ne redescendant pas, voilà, c'est un stress thermique et hydrique pour les personnes âgées ou les personnes plus fragiles. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Donc, la question des arbres, j'entends qu'il en faille peut-être enlever certains, voilà, parce qu'il y a une mise en valeur. C'est vrai que voilà, il y a quelque chose à faire, parce que ces arbres, ils sont impressionnants, ils sont bien. Et vous qui parliez de la vie de la place Gambetta, les cycles d'automne et de printemps, quand tous les oiseaux se rassemblent, c'est des moments qui rythment. Et donc, si vous pouviez réfléchir aussi à cette question des rythmes des saisons. Alors c'est déjà fait sur les parterres de fleurs, mais voilà, enfin bref, de toute façon. Donc, mais il y a un truc à intégrer sur cette crise thermique de l'été qui est de plus en plus invivable. Et j'apporte un dernier point, c'est que Gambetta, c'est le point haut de Bordeaux. Et donc du coup, si partout, tout autour, on accumule de la chaleur, en fait, il n'y a pas d'air. Il n'y a vraiment pas d'air du tout. Et la nuit, c'est très difficile. Donc, ce petit apport d'humidité et ce petit empêchement d'exposition à la chaleur, c'est ça aussi qui est important, c'est un point à ne pas négliger. Et je suis venu un peu spécialement pour dire ça parce que j'habite là, je suis tous les jours là et j'ai jamais eu un papier dans ma boîte aux lettres pour les concertations. Pourtant j'ai suivi le projet avec les panneaux, ça m'intéresse. Il y en a eu beaucoup, mais on va pas revenir sur ce débat peut-être maintenant. Je ne voulais pas lancer ce débat, je voulais juste apporter mon point de vue sur l'aspect mais vous avez bien fait parce que le projet maintenant passe en phase de réalisation et en effet ce sera le moment important des travaux et de la plantation. Bon, merci. Écoutez, je vous propose de nous en tenir là pour le moment. Vous pouvez vous parler par la suite. Qu'on procède à la remise des prix. Vous vouliez peut-être faire une dernière réaction à la Fred Peter. Non, c'était délicat. Le sujet s'est beaucoup concentré localement, mais il pose plein de questions générales. Ça vous évoque chez vous quelque chose? Vous savez, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Ça fait... donc je fais beaucoup d'espace public et j'en ai tiré 2 leçons. La première, c'est que c'est devenu de plus en plus difficile de trouver des consensus parce que dans la société, les positions se sont radicalisées. Et je pense que vous, élus, vous êtes en première ligne entre les groupes de pression qui s'expriment aujourd'hui. C'est devenu un métier impossible, quoi, parce que vous n'arrivez jamais à faire un consensus. Et vous voyez bien qu'il
sur la question du végétal, on pourrait peut-être l'objectiver en disant on capte tant de CO2 aujourd'hui, on en captera demain tant pour essayer de sortir de ce débat, mais il s'en créera immédiatement un autre derrière, c'est infernal. Donc c'est encore pire quand on parle de la circulation, quand on est sur des problèmes de stationnement, donc tout ça, première conclusion, ça m'a fait un peu fuir ce métier de l'espace public. J'en fais encore un peu de temps en temps, mais j'en peux plus. La deuxième chose, c'est que je pense que cette question des usages qui a été abordée par la dernière intervention était la question essentielle dans l'espace public. Et peut-être que, et ça c'est une critique que je me fais à moi-même, on n'a pas pris assez la mesure de cette manière de penser l'espace public par l'usage et pas par la forme urbaine. Et je pense que l'émergence dans le jeu actuel des débats publics des réseaux sociaux, fait que cette dimension-là va monter en puissance. Et je travaille encore un peu quand même sur l'espace public avec cette nouvelle idée de dire je ne vais plus livrer des produits finis, je vais livrer quelque chose qui rend plein de choses possibles en termes d'usage. Je trouvais cette attention que vous portiez à la musique, par exemple. Mais vous voyez, là où je suis plus d'accord avec l'intervenant, c'est qu'il faudrait lui prévoir une place. Non, parce qu'ils vont juste se mettre à côté. L'usage, il est très difficile à prépenser. On ne peut pas prépenser ce que vont faire les gens. Ils sont toujours plus géniaux que ce qu'on pense. Et donc, cette idée de laisser une place à l'expérimentation dans le projet espace public me paraît, avec l'émergence de ces nouvelles façons de se mettre en réseau, une question essentielle. C'est pour ça que je me définis de plus en plus comme une sorte de dessinateur public qui, au fond, et c'est là où la question des procédures, la manière de prendre les décisions, quand on commence un travail avec un travail de terrain avec les habitants, à un moment donné, dans les procédures actuelles, ils s'arrêtent très brutalement. Et je trouve que, moi, j'aurais qu'une envie, c'est de dire, au fond, on fait de la concertation jusqu'à ce que le projet est fait, quoi. Et qu'on passe plus par, à un moment donné, une procédure qui nous remet tout droit dans le système vertical, où quand même, à un moment donné, c'est le maire qui doit décider, et que ça tamponne cette envie globale aujourd'hui de la société d'être dans un système plus horizontal. Et l'espace public, de ce point de vue-là, est un super laboratoire. Bon, merci Alfred Better. Merci beaucoup. Je vous remercie tous, mesdames, toutes les deux. Laurence de Sertine, Alfred Better, on peut vous applaudir, je pense. Vous le méritez bien. Merci d'avoir rappelé ce qui était presque les conclusions du précédent Agora sur l'espace public, savoir qu'il doit être prêt à accepter les usages que les citoyens vont choisir d'en faire. Voilà, être très ouvert et plastique. Alors, le débat de 18h30 convoquera les réalisateurs des films qui sont présentés dans les deux bulles noires là que vous avez sur les villes du monde entier. On va parler avec eux de la façon dont ils ont travaillé, ce qu'ils pensent qu'ils arrivent à saisir des villes avec les films. On parlera aussi des films réalisés par l'agence d'urbanisme, monsieur dont vous êtes. Jean-Marc Hoffner sera présent pour nous parler des films de Bordeaux faits par l'agence d'urbanisme. Et en attendant, d'abord, je laisse la place, donc, Laurence de Sertine, c'est vous qui remettez les prix, peut-être avec Nathalie Lamire-Fabre, je ne sais pas si elle est... Et François Diard, bien sûr. N'oublie pas François Diard, rejoignez-nous, s'il vous plaît. Alors, Nathalie Lamire-Fabre. Tenez, je passe mon micro, Nathalie. Et on va essayer de vous montrer. L'association SOS Place Gambetta, dont je suis le président depuis janvier 2011, s'est donné comme objectif de remettre en lumière ce patrimoine architectural unique et de redonner à cette place sa vocation publique de lieu de partage.
Cette action a été conduite en pleine concertation avec Laurence Dessertine, maire de quartier du centre, que je remercie encore pour son soutien constant. Concertation aussi avec la mairie de Bordeaux et son maire Alain Juppé, avec la Cube, puis avec la métropole, en remerciant tous les responsables techniques des différentes équipes. Le groupe Ouest 8 a gagné le concours et le projet est maintenant connu, vous l'avez découvert pour ceux qui ne le connaissaient pas. Les travaux devraient commencer pendant le deuxième semestre 2018. Alors, il est apparu intéressant à notre groupe de communication de garder des traces de l'aspect de la place en 2017. Et pour ceci, d'organiser un concours photo dont le nom est donc Trace, et vous voyez ici le logo de ce concours. Il me paraît utile de rappeler l'histoire de ce concours pour en remercier les différents acteurs. Alors, le groupe de communication de l'association a tout organisé. Patrick Bosque, où est-il ? Patrick Bosque, Patrick Bosque, membre de notre conseil d'administration, a été l'initiateur de l'idée et il a été aidé en cela par Hugo Reveillac. Daniel Caillot. Daniel Caillot, connu pour sa maîtrise de la communication, a joué un rôle majeur. Elle a dessiné les lignes directrices du concours, elle a été en première ligne pour les contacts avec la mairie, avec Agora, et elle s'est faite aider de WDM, le webmaster de l'association, dont l'accompagnement technique a été très important. Elle a rédigé et envoyé le dossier de presse, elle a relevé les adresses des candidats, elle a envoyé les résultats. Elle a pris en charge les relations avec les entreprises pour les devis techniques. Elle a enfin, avec Christine Diard et Patrick Bosque, sollicité l'appui de nos partenaires de la place Gambetta. Bernard Penalba, je ne sais pas s'il est là. Bernard Penalba, graphiste et artiste, a créé le dessin du logo Trace qui se projette sur vos écrans. Et il a mis en page les photographies choisies par le jury et par le public. Il a aussi réalisé le panneau partenaire et il a travaillé en équipe avec Patrick Bosque pour s'assurer de la qualité des photographies et de leur meilleure optimisation. 2 personnes nous ont beaucoup apporté. Laurence Dessertine, qui est notre maire du quartier du centre, a dit oui au projet. Elle nous a apporté l'aide logistique et financière de la mairie. Elle a pris sur son temps des activités d'élue municipale pour participer à la réunion du jury dont elle est la présidente d'honneur. Nathalie Lamire-Fabre, qui est à ma droite, dont tout le monde connaît l'expertise dans le domaine de la photographie. Elle est directrice de la galerie Arrêt sur Image et elle organise chaque année les expositions des photographes